C'est cadeau, le talk de l'immobilier, offert par Bernard Cadot. Merci beaucoup, il fallait pas vraiment. Ah non, voilà. Oh écoutez. Vous êtes les bienvenus dans C'est cadeau. C'est cadeau, c'est votre émission, c'est pour débattre et c'est pour vous informer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important en matière de logement, c'est la construction. Pas n'importe quelle construction, mais la construction malgré tout, avec une solution tout à fait originale, novatrice. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est une solution d'avenir. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est à coup sûr une solution complémentaire. Vous le savez, le marché de l'immobilier et du logement en France est un marché qui est particulièrement déséquilibré. Il n'y a pas suffisamment d'offres de biens et il y a beaucoup de demandes et de plus en plus de demandes. Et puis, depuis un an ou deux, et a fortiori cette année-ci, la construction de logements neufs s'est complètement effondrée en France. On est largement en dessous de ce qu'il faudrait. Et les meilleures années sont très loin, puisqu'il faut remonter à 2007 pour retrouver un niveau à peu près suffisant de construction. On est très en dessous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et d'inviter pour vous un monsieur qui est parti d'une idée tout à fait originale. Il va vous expliquer bien sûr dans le détail. Il a une formation d'architecte. Il est le président fondateur de la société UpFactor et j'ai le plaisir de recevoir Didier Mignery. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue dans ces cadeaux. Avec plaisir. J'ai fait une introduction un petit peu longue, mais j'aimerais que vous nous expliquiez quel est le concept, comment est née cette idée. Votre métier de base, c'est architecte. Tout à fait. Il faut qu'on le dise. Comment est née cette idée? Et puis on va voir après à quoi ça se destine et en quoi ça peut être une vraie solution alternative. Effectivement, j'ai découvert la surélévation par le biais de ma pratique d'architecte au départ, en faisant plusieurs projets de surélévation, dont un à Paris, dans le 14e arrondissement, qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Sauf que cette première opération, on a mis un peu plus de 10 ans pour la faire. Donc une vraie complexité, et où on s'est rendu compte que, au fur et à mesure de cette expérience, c'était assez étonnant, c'est qu'il y avait des opportunités partout, mais qu'il y avait plein de blocages, plein de difficultés qui nous avaient du coup pris un certain temps, qu'on avait mis un certain temps à résoudre, et que il fallait absolument trouver un moyen de résoudre ça. C'est ce qui m'a conduit donc à créer UpFactor en 2017, en spécialisant finalement notre activité, mais surtout en décidant d'utiliser la tech, la data, pour essayer de détecter à grande échelle où pouvaient se trouver les différents projets de surélévation au cœur des métropoles. Donc voilà, donc ça a été un peu la genèse, et l'utilisation de la tech donc, nous a conduit à développer une application qui permet ainsi de détecter les opérations de surélévation des bâtiments existants, bien évidemment, en prenant en compte deux données assez essentielles, qui est la donnée de l'existant avec les hauteurs de bâtiments et les données des règles d'urbanisme, des PLU, pour faire le delta entre les deux et ainsi détecter les restes à construire, bâtiment par bâtiment, parcelle par parcelle. Voilà. Alors, vous l'avez compris, c'est une solution qui est tout à fait novatrice. 2017, 2021, bientôt 2022, donc c'est quelque chose de nouveau, mais qui commence à faire ses preuves, puisque de plus en plus, on va solliciter UpFactor. Quand j'entends dire que la première opération a pris 10 ans, effectivement, 10 ans, c'est énorme. Mais pour autant, si on regarde bien, on se trouve, alors c'est ce qu'on appelle dans le langage commun, des dents creuses à boucher. Quand vous vous promenez dans les villes, et notamment dans les métropoles, et on va en parler dans un instant, vous constatez que tous les immeubles n'ont pas la même hauteur. Il ne s'agit pas de construire des tours Montparnasse les unes à côté des autres ou de refaire le centre de Manhattan dans n'importe quelle métropole, mais il s'agit simplement d'optimiser le potentiel sans toucher à la réglementation, puisque Didier nous le dit, c'est absolument conforme à la réglementation, mais du coup d'apporter cette valeur ajoutée qui consiste tout simplement à dire il n'y a pas besoin de trouver un nouveau terrain pour construire de nouveaux logements. Donc c'est un petit peu ça votre... Exactement, c'est exactement ça. C'est de dire l'application des règles d'urbanisme sur l'existant nous permet de détecter une donnée assez inédite que nous on a appelée le foncier aérien. C'est-à-dire cette notion de foncier aérien, elle prend en compte bien sûr la caractéristique de l'existant, de sa desserte, de son positionnement, et permet ainsi de trouver des mètres carrés à construire, valorisables, pour les propriétaires des biens existants, et qui permet ainsi de répondre à des demandes qui sont bien sûr très importantes dans les métropoles.
C'est vous qui suscitez la demande ou on vient vous voir maintenant parce que vous commencez à être connu maintenant? Alors effectivement, aujourd'hui, après 4 ans un peu de pratique, c'est vrai qu'on a beaucoup défriché. C'était un sujet quand même au départ un peu touffu, même si c'est pas nouveau. La surélévation, il faut savoir que par exemple, Paris a déjà subi ou bénéficié, ça dépend de quel côté on se pose, mais bénéficié de plusieurs campagnes de surélévation avec l'arrivée de l'ascenseur à la fin du 19e siècle, avec les règlements d'urbanisme de 1902, après dans les années 30. Et on voit bien qu'au gré des différentes réglementations, les bâtiments se sont constitués de manière différente. Et des propriétaires uniques, mais aussi des bailleurs sociaux, des copropriétaires, des gestionnaires de copropriété sont très intéressés par cette démarche où, en nous confiant leurs adresses, on leur rend un diagnostic du coup très rapide, puisque c'est un logiciel, c'est une application, qui permet ainsi d'identifier très rapidement les besoins, les opportunités et pouvoir faire matcher les deux. Donc vous nous dites que ça concerne tout le monde, par principe. Tout à fait. On va prendre deux cas pratiques. Je suis syndic de copropriété. J'ai entendu parler de vos solutions. Effectivement, j'imagine que l'immeuble ou un des immeubles que je gère peut se prêter à ce type d'opération. Je vous contacte, je vous appelle et ça se passe comment après ? Alors c'est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui UpFactor a mis au point donc une offre qui est basée sur, on va dire, la réussite des projets. Et donc on contacte les syndics ou les syndics nous contactent, ils nous confient leurs adresses. Une simple liste d'adresses qui nous permet ainsi de les intégrer dans notre logiciel, de les géoréférencer et d'appliquer adresse par adresse, bâtiment par bâtiment, les règles d'urbanisme. Derrière ça, on leur rend le potentiel et on va rencontrer avec eux les gestionnaires de copropriété, puis les différents membres des conseils syndicaux pour dire tiens, quelles sont les opportunités? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble? Déjà, quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez une campagne de travaux qui est prévue et ainsi de suite? Et de coordonner ainsi besoins en travaux, rénovation énergétique potentielle du bâtiment et surélévation comme moyen de financer en allant chercher un promoteur pour acquérir les droits à construire. Et jusqu'à cette étape-là, votre intervention, elle est gratuite ou elle est payante pour la copropriété? Alors, UpFactor a réussi à faire une levée de fonds en 2019 en faisant intervenir notamment la Banque des Territoires, la région Île-de-France, le groupe Sophie West ainsi que Fadies pour constituer, on va dire, une trésorerie nécessaire pour porter ces projets. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la difficulté, notamment de la rénovation énergétique, c'est le financement préliminaire des études. Donc nous, on a mis en point une offre qui est 100% gratuite et basée au succès. C'est-à-dire qu'on ne demande rien jusqu'à la signature d'un acte de vente avec un promoteur qui va acheter les droits à construire. Parce qu'après, vous avez un business model. Tout à fait. Le business model, il faut bien quand même que l'entreprise fonctionne. On est rémunéré à la création de valeur. On prend un pourcentage de la valeur du bien qui est créé en surélévation, mais uniquement si le projet se fait. Ouais. Et c'est pas vous qui construisez, vous faites appel à un promoteur. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, et là, on bénéficie des différentes, notamment en copropriété, parce que c'est une de nos principales cibles. 80% du chiffre d'affaires d'UpFactor est aujourd'hui réalisé en copropriété. La loi, les évolutions législatives nous ont permis, et réglementaires nous ont permis de bénéficier d'améliorations et de facilitation au niveau des règles de vote. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on vote un projet de surélévation en zone de préemption urbaine à l'article 25, c'est-à-dire la majorité absolue. Il n'y a plus de droit de veto des habitants du dernier étage, c'est des droits de priorité. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et donc du coup, dans cette démarche-là, on amène très facilement des copropriétaires à s'engager dans une démarche de projet et ensuite à céder leurs droits à bâtir à un promoteur qui, lui, va assumer sa responsabilité de maître d'ouvrage de l'opération de promotion, de manière à sécuriser aussi la copropriété qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Et il va faire une révision du règlement de copropriété au passage ? Bien évidemment. Donc la plupart du temps, les opérations de surélévation se passent en créant un lot transitoire de copropriété qui encapsule les droits à construire et qui permet ainsi d'augmenter la copropriété et de diviser automatiquement les charges par un plus grand nombre de lots. Voilà, très facilement. Alors, vous le soulignez à juste titre, les règles ont un peu évolué pour qu'il n'y ait pas de blocage, pour qu'il n'y ait pas de position vraiment inexpugnable de tel ou tel copropriétaire qui s'opposerait. La contrepartie de ça, parce que entre ceux qui n'en veulent pas du tout et ceux qui disent pourquoi pas, il faut qu'ils trouvent un avantage. Donc l'avantage, il se situe où ?
Alors, c'est très simple, c'est qu'on les associe et on les associe au montage d'opérations et en édictant des règles très claires dès le départ avec les acteurs immobiliers et les promoteurs en particulier, en travaillant sur le partage de la valeur. Nous, notre rôle, c'est d'être capable de monter des opérations dans lesquelles il y a un vrai engagement gagnant-gagnant, où le promoteur doit gagner un minimum de marge, bien évidemment, généralement autour de 10% de marge nette, mais de l'autre côté, la copropriété peut espérer récupérer entre 15 à 20% du chiffre d'affaires de l'opération, comme si finalement le promoteur achetait un terrain. Mais là, il achète des droits à construire. Et la plupart du temps, ce qu'on arrive à faire, c'est à imposer au promoteur de financer des travaux de rénovation globale pour la copropriété, qui permet ainsi à la copropriété de mettre à niveau son immeuble. Et notamment des travaux de rénovation énergétique, parce que l'enjeu, il est quand même là, avec les normes, avec les classements EFG des appartements là, qui sont quand même une vraie menace pour les propriétaires à partir de 2025. Donc j'imagine que le volet rénovation énergétique dans ces opérations-là est un volet important. Il est essentiel. Peut-être déterminant d'ailleurs. Déterminant, c'est-à-dire que forcément c'est un facteur d'acceptation complémentaire. Si les copropriétaires notamment ont conscience de leurs besoins de travaux et de leur nécessité de faire des travaux dans leur immeuble, forcément, de leur amener une solution de financement de tout ou partie. Encore une fois, on ne dit pas qu'on va financer l'intégralité, mais la plupart du temps, la moyenne de nos opérations, on est entre 50 et 60%, on va dire, des travaux, mais on a régulièrement des projets où on finance 100% des travaux de rénovation. Voilà. Et s'il y a un excédent, l'excédent, il est réparti entre les copropriétaires. Exactement, en fonction de leur détention de tantième, de manière très simple. Je dirais que les évolutions de la loi de 65 nous ont vraiment aidé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, on va dire, à la fois la loi Allure, puis la loi Elan, et puis les différentes évolutions qui ont eu lieu depuis, nous ont vraiment aidé à faire accepter les choses et en tous les cas à lancer des opérations multiples. Alors, ça vaut pour les copropriétés et les copropriétaires. Est-ce que les bailleurs sociaux, le logement social est concerné au même titre? Parce que finalement, mécaniquement, c'est le même type d'opération, non? Exactement. Alors, je dirais qu'ils sont d'autant plus concernés qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné en introduction, on a un manque de logement très important. La ministre parlait encore d'un besoin on va dire, il manquait 2 millions de logements. Il y a un objectif de 250 000 logements à créer en 2 ans. Je vois pas comment... On ne sait pas comment on y arrivera. Exactement. Nous, on l'a un peu interpellé au congrès HLM. On était présents donc, sur le village Startup. Et où on lui a dit, nous, on sait qu'on a peut-être la possibilité d'en faire 20 à 30% en exploitant le droit à construire des bailleurs sociaux au cœur des métropoles en faisant la surélévation de leur patrimoine. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec ces acteurs, donc ces bailleurs sociaux, à la fois OPH, entreprises sociales de l'habitat et autres, pour dire, on analyse vos adresses, vous avez la chance d'avoir un positionnement assez, on va dire, premium dans les métropoles, puisque vous êtes souvent au cœur des métropoles avec votre patrimoine. Et ils ont été construits, pour la plupart, avant 2014, donc avant la suppression du COS. Ça serait intéressant de regarder s'il ne reste pas des droits à construire. La ministre a signé tout de suite. Non, alors on a été entendu, puisqu'on a été reçu au ministère pour parler de tout ça. Et c'est vrai qu'on leur a montré les chiffres. On a par exemple fait une étude à Lyon où, en analysant, parce que bien sûr, c'est pas un sujet uniquement parisien, c'est un sujet qui touche. Non, ça concerne toutes les villes. Toutes les villes, et on va dire les principales métropoles françaises, les 20 plus grandes villes, bien sûr, françaises, là où se concentrent finalement les besoins les plus forts, sans doute. Ou par exemple à Lyon, on sait que sur le patrimoine des bailleurs sociaux, il y a à peu près 7700 logements qui pourraient être développés en surélévation. Tout de suite, sans achat de foncier. Et non, puisque c'est au-dessus des immeubles existants. Donc sans demander de révision de PLU, c'est-à-dire que sans demander une quelconque dérogation ou je ne sais quoi. Ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait participer aussi à la rénovation d'environ 8800 logements de concert. C'est-à-dire qu'en ciblant les immeubles qui ont besoin d'être rénovés, peut-être qu'il y a une pierre de coups à faire entre... Il y a des effets de bord positifs dans une opération comme ça. En liant surélévation et rénovation des bâtiments existants. Et alors, une fois que vous avez posé ce diagnostic, il se passe quoi? Tout le monde se précipite et vous dit on y va Qu'est-ce qui se passe entre Non, mais je le dis en souriant, mais c'est important. Ouais, qu'est-ce qui se passe entre le moment où on va
poser ce diagnostic et personne ne peut être contre parce que créer du logement avec du foncier gratuit, j'ai pas trouvé mieux moi encore et aucun promoteur n'a trouvé mieux. Donc je me tourne vers vous Didier. Alors, il n'est pas totalement gratuit. À ce moment-là, oui, non mais globalement l'économie générale de l'opération reste tout à fait une économie positive. Est-ce que les bailleurs adhèrent? Est-ce qu'ils sont encore méfiants? Est-ce qu'il y a de la réticence? Comment est-ce que vous faites? Alors, clairement, aujourd'hui, on est sur forcément une phase d'accélération très forte. UpFactor, comme j'ai dit, existe depuis 4 ans. Aujourd'hui, on est 23 personnes. On a une implantation à Paris, à Lyon et à Annecy. Donc, on voit qu'on est sur un développement avec on va dire un développement au niveau des territoires. Donc, ça, bien évidemment, donc, il y a une appétence. Les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement sur le passage à l'acte. Pourquoi ? Parce que le maître d'ouvrage, que peut être un bailleur social, aujourd'hui, il n'a jamais fait de projet de surélévation. Donc, c'est une première. Donc on est encore dans des phases d'expérimentation où on a besoin de pionniers qui nous font confiance. Alors à Lyon, par exemple, on a la chance d'avoir la SACVEL, qui est la société anonyme de construction de la ville de Lyon, qui est forcément en lien avec la ville, au plus près de la ville, et qui a décidé d'analyser son patrimoine et de nous faire confiance. Donc là, forcément, il y a un appel d'air. Et les autres, ils se disent, si eux, ils le font, on va le faire également. Donc, Aliad et les autres ainsi sont en train de venir, bien évidemment. Donc, vous êtes optimiste. Très optimiste. L'évangélisation des différents acteurs. Et je dirais que sur le sujet de la copro, c'est pareil. On a eu la chance de travailler avec avec Auralia, un grand acteur, on va dire, de la gestion de copropriété, où là encore, en analysant de manière massive un patrimoine à l'échelle d'une métropole comme Lyon et de l'Île-de-France, là, on leur a trouvé 217 projets possibles. Où là, on voit bien que, OK, derrière, il faut aller se projeter, il faut aller voir les copropriétaires, certes, mais on a des retours très positifs, où on a déjà des premiers projets qui ont été validés, et on voit l'impact, c'est souvent autour du million de travaux financés par la vente d'un droit à construire. Donc, c'est quand même pas neutre pour les copropriétaires. Et puis moi, j'y vois un double avantage, c'est que à la fois, on est tranquille avec l'objectif de rénovation énergétique, puisque si ça se passe pour une copropriété, ça se passe pareil, j'imagine, pour le logement social. Et je rajouterais quelque chose auquel moi je suis assez sensible, c'est ce que j'appelle la vraie mixité sociale, parce que lorsque dans un immeuble HLM, par le biais de la reconstruction ou de ces nouveaux systèmes, vous introduisez une part de copropriétaires, qui peuvent être d'ailleurs d'anciens locataires du même immeuble au même endroit, pourquoi pas. Ça crée une autre dynamique de vie dans l'immeuble, non ? Complètement, et c'est vrai que c'est des expériences que les bailleurs, et là il faut vraiment leur laisser en tous les cas le bénéfice de ça, c'est qu'ils sont aussi très... Ils adhèrent à ça. Et surtout ils ont des solutions où on voit certains acteurs du logement social parisien, ou on va dire de première couronne, qui commencent à réfléchir à céder leurs droits à construire pour essayer de financer leurs travaux, mais surtout à développer des nouveaux produits. C'est-à-dire sur un immeuble de logement social, à proposer à leurs locataires d'accéder à la propriété via de l'accession sociale dans un logement qu'ils auraient créé sur le toit de l'immeuble. Ou à travailler avec également, on va dire, du logement coopératif. Donc des nouveaux produits qui permettent aux bailleurs de travailler sur le parcours résidentiel dont vous parlez, et bien sûr cette notion de mixité qui peut se faire aussi au sein de l'immeuble, qui sans doute est souhaitable et je dirais presque un peu plus vertueuse que ce qu'on a aujourd'hui dans certaines opérations VFA, où on a des cages d'escalier séparées et où finalement la vie de l'immeuble elle est un peu... elle est escalée, quoi. Voilà. J'imagine que les villes, les métropoles sont favorables à ça, non ? Alors, c'est un sujet... Ou est-ce que c'est politiquement incorrect d'aborder le sujet ? Non, c'est pas politiquement incorrect. Par contre, on sent qu'il y a encore de l'acculturation à faire. Pourquoi ? Parce que il y a un gros mot qui s'appelle la densification. Ah, on va en parler, oui. Voilà, donc, allez-y. Voilà, donc c'est un sujet intéressant parce que... C'est un sujet qui doit être vu sous plusieurs prismes. Évidemment, l'idée, c'est comme vous l'avez tout à l'heure dit, l'idée, c'est pas de rajouter des tours, de venir créer une sururbanisation sur ce qui existe déjà. On est là juste dans l'application des règles. Nous, on dit toujours, au lieu de parler de densification, on parle d'intensification des usages. C'est-à-dire qu'en fait, les villes sont constituées. Elles ont des réseaux de commerce, elles ont des transports, elles ont des infrastructures. L'optimiser en rajoutant quelques mètres carrés, en faisant de la densification douce,
C'est-à-dire en Intelligente. intelligente. Voilà. C'est un vrai moyen, du coup, de susciter un discours d'acceptabilité auprès des métropoles et des maires en particulier. On était au Congrès des maires de France la semaine dernière. On a bien vu qu'on nous regarde d'un côté, oui, c'est super et tout pour la zéro artificialisation, mais il va falloir aller le vendre à nos administrés. Bah oui. Et donc, c'est un peu ce... Oui, mais alors justement, la zéro artificialisation nette des sols. Je crois qu'on a Le ZAN ou la ZAN, là, le truc qu'a inventé. Bon, on est au cœur du sujet, mais on est au cœur du sujet. Ouais. Bon, en même temps, quand on entend notre ministre qui nous dit, alors il s'est rattrapé depuis après, mais qui nous dit, ben non, le modèle pavillon avec jardin, c'est fini, et que 75% des Français rêvent d'être propriétaires d'un pavillon avec jardin, ça paraît un petit peu incongru tout ça, non ? Oui, après, le sujet, faut savoir, par exemple, la maison individuelle a été un des premiers sujets où on a surélevé depuis toujours. C'est-à-dire que quand on rajoute, on a besoin, on a un enfant en plus, on crée une chambre de plus, et on fait une extension vers le haut, vers le côté. C'est assez naturel finalement ce schéma. Alors ça c'est intéressant parce que si je vous écoute et si je vous comprends bien, d'un côté vous nous dites la densification douce ou je la qualifie moi d'intelligente, peu importe, les deux vont bien. Pour les métropoles et pour les villes ça fonctionne, effectivement. Je vais d'ailleurs vous poser une question sur le nombre de logements potentiels à créer. Et de l'autre côté, j'ai failli dire en même temps, et de l'autre côté, vous nous dites aussi que là où on a le plus surélevé jusqu'à présent, c'est dans les secteurs pavillonnaires. Donc, on peut dire aux propriétaires de pavillons, le modèle, il n'est pas fichu, au contraire, et si vous avez besoin, au lieu de recréer un quartier pavillonnaire à côté d'un quartier pavillonnaire, on peut surélever des pavillons existants. Mais surtout, ce qui est... Peut-être pas vous qui le ferez, mais ça peut se faire. Exactement, et puis là encore, ça participe à... des évolutions de société, des évolutions, on va dire, liées au maintien à domicile, par exemple. Et pourquoi pas créer sur les maisons individuelles un étage complémentaire qui permettrait aux plus jeunes d'une famille d'accéder à un premier logement qui permettrait de mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, et ainsi d'offrir un potentiel. Dire le principe de premier chez soi pour le jeune. Ouais. La maisonnée, si on revient à un siècle en arrière, la maisonnée, c'est une famille qui vit sur plusieurs étages. Peut-être qu'il y a un peu de ça, et ça peut être un schéma. Alors, chez UpFactor, on n'est encore pas là, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on s'est vraiment focalisé aujourd'hui sur la partie, on va dire, copropriété, rénovation, habitat au cœur des métropoles. Mais le développement... C'est intéressant. Exactement, c'est des schémas qui ne sont pas, en tous les cas, antinomiques et qui parlent de la même chose, c'est-à-dire de la revalorisation de l'existant et de faire avec ce qu'on a. Et en ayant cette analyse-là, je pense qu'il y a vraiment de belles idées à développer. Oui, et puis on sait aussi que construire des logements neufs, c'est très important, c'est même déterminant parce que, je le rappelais tout à l'heure, on est dans une logique de déficit de logements dans ce pays, mais en même temps, l'existant et l'optimisation de l'existant, c'est la réalisation la plus court-termiste qui soit. Parce qu'un projet de construction neuve de A jusqu'à Z, c'est 4-5 ans. Faire ce type d'opération, j'imagine que ça prend moins de 5 ans. Complètement. Aujourd'hui, on est sur un temps moyen d'environ 24 mois, donc 2 ans. Entre la détection et puis la signature, bien sûr, d'une convention en assemblée générale et l'obtention d'un permis de construire. Derrière, le volet qui reste à construire, qui est celui de la généralisation, notamment de la construction modulaire, hors site, légère, qui permettrait de limiter les temps de chantier, puisque c'est aussi ça un petit peu une des complexités des sujets de surélévation, c'est qu'on travaille en milieu occupé. Donc, en travaillant... Donc, construction hors site. Exactement, construction hors site. Donc là, aujourd'hui, on travaille tous, et les filières du bâtiment se sont mis un peu en ordre de marche par rapport à tout ça, pour essayer de creuser ces sujets, notamment avec l'espèce d'obligation de travailler avec des matériaux biosourcés, ce qui c'est inévitable aujourd'hui. Moi, je dis toujours... Moins de béton. Alors moi je suis mesuré, c'est-à-dire que je dis toujours il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Parce qu'on ne va pas faire des renforcements de fondation en bois. En carton ou en... Voilà, donc en gros le sujet il est juste de dire il faut bien le moduler, savoir mettre le bon matériau au bon endroit et faire avec tout ce qu'on a et tout ce qui existe au plus près de nos opérations, quoi. D'accord. Effectivement, c'est très, très important et très intéressant parce que ça fait partie de ces nouvelles techniques de construction qui optimisent l'ensemble des projets et notamment le vôtre. Alors,
je ne veux pas vous laisser partir sans m'annoncer quand même quelques chiffres, parce que on discutait hors antenne, c'est assez impressionnant. Globalement, vous pensez que, alors on parle des grandes villes bien sûr, il y a un potentiel brut de combien de milliers ou de dizaines de milliers de logements en utilisant cette technique-là? On pense que sur les 20 plus grandes métropoles françaises, on doit pas être loin de 25 000 logements à créer en surélévation, et principalement chez les bailleurs sociaux et les copropriétés. Voilà, il y a un vrai enjeu d'aller développer ça. On sait que, par exemple, il y a un peu plus de 30 000 copropriétés sur ces 20 plus grandes villes qui sont éligibles à la surélévation. Alors, encore une fois, on ne dit pas qu'on va les faire toutes. Non. Et même si on n'en fait qu'un tiers, ben voilà, il y a de quoi aller développer un certain nombre de projets. Je pense que l'opportunité est là. Aujourd'hui, c'est un outil qui est à disposition, on va dire, des propriétaires, copropriétaires, des bailleurs. Il faut que maintenant les métropoles s'emparent du sujet. Et là, j'ai plutôt une bonne nouvelle dans le sens où on a notamment une très grande métropole, qui est la métropole de Strasbourg, qui nous a récemment contactés pour analyser avec eux le potentiel de surélévation à l'échelle de la métropole. Non pas pour dire on va remplir la ville, non, pour dire où est-ce qu'on peut faire ça. Parce Donc que c'est une approche globale exactement. d'une politique qui va s'étaler sur quelques années. J'imagine. Exactement. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'exploiter, du coup, là encore, notre logiciel pour avoir cette analyse et avoir une donnée qui est assez étonnante, c'est de dire quel est le potentiel du PLU ? Quel est le potentiel de constructibilité du PLU ? Et là, je suis un peu, on les a un peu titillés en leur disant, vous vous rendez compte, vous créez des règles et vous ne connaissez même pas le nombre de mètres carrés que vous pouvez créer avec ces règles-là. Et donc, de manière très pragmatique, ils ont été très bons sur le sujet en disant « Ok, chiche, on y va, montrez-nous ». Et on leur a fait quelques démonstrateurs et c'était assez saisissant. Donc vous arrivez comme le bon samaritain. Ouais, alors voilà, encore une fois, on est très enthousiaste, on a très envie de réussir parce qu'on y croit beaucoup, on trouve que c'est une solution qui est très vertueuse. Il est certain que voilà, on a un énorme taux de chute. Aujourd'hui, on sait que 10% des immeubles sont éligibles à la surélévation. Aujourd'hui, on a un taux de réussite de 2%. Donc, on espère avoir 5% de réussite, mais on est encore... Qui ne demande qu'à progresser. Alors, on arrive au terme de cette émission, Didier Mignori. D'abord, peut-être faudrait-il rappeler à quelle adresse on peut vous contacter. Bien sûr. Alors, UpFactor donc, est situé aujourd'hui à Paris, donc 7 avenue de la République. Vous pouvez consulter notre site internet, bien sûr, upfactor.fr. Vous trouverez UPFACTOR, ouais, tout à fait, .fr. Vous pourrez, bien sûr, découvrir à la fois nos réalisations, le principe et les différentes opportunités que peut apporter la surélévation. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre passage sur PDA TV. PDA TV, vous le savez, ça signifie Place des Audacieux. Et Didier Mignori fait partie de ces audacieux qui n'ont pas hésité à casser un petit peu les codes et à casser les modèles pour apporter des solutions nouvelles dans un domaine aussi important que la construction de logements. Merci encore à lui. Merci à vous d'être fidèles à ces cadeaux. Ces cadeaux, c'est votre émission, c'est pour débattre et c'est pour vous informer. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. C'est cadeau, le talk de l'immobilier.